un moment de mise en introduction quand même, c'est important. Serge Tisseron, psychiatre, HDR, président fondateur de l'association 36912. Serge Tisseron, auteur prolixe, qui va prendre le temps d'aborder, après cette magnifique table ronde qui nous a tous rassurés, qui va prendre le temps maintenant de nous parler de cette spécificité que peut représenter l'intelligence artificielle. Des tâches qui sont démultipliées, de plus en plus complexes, qui sont dépeintes avec beaucoup de facilité et qui commencent à avoir une prégnance dans notre quotidien. Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est une menace? Doit-on apprendre à s'en méfier ou sont-elles, ces intelligences artificielles, source de souffrance ou au contraire d'émancipation? Dernier format quelque peu différent des autres où nous avons pu avoir ces moments d'échange dans les intervenants et puis voir également ce que peuvent être leurs réalités, c'est-à-dire être d'accord, être complémentaires ou pas. Dernier format que nous vous proposons, une conférence plénière où nous allons avoir tout un déroulé scientifique de la lecture que nous fait Serge Tisseron des intelligences artificielles. Et à l'issue, ce que je vous propose, parce que c'est peut-être les moments qui sont certainement les plus riches pour les intervenants, c'est avoir votre retour, vos questions, de manière à ce qu'on puisse gagner en maturité tous ensemble. Moi, je trouve que c'est un très beau moment. On va grandir tous ensemble. Monsieur Tisseron, je vous laisse la parole et je ne suis pas loin. Merci, me voilà rassuré alors. Et j'ai mis mon smartphone pour avoir du temps pour discuter après, pas risquer de parler trop longtemps. Voilà, ben écoutez, merci de votre présence. Donc, c'est vrai, vous avez entendu des choses qui peuvent être un peu inquiétantes. Alors, sachez quand même que la prévention se met en route. Depuis 3 ans, il existe au campus cyber une formation d'experts qui doivent intervenir dans les entreprises en cas de cyberattaque. Et puis, nous sommes en train de mettre en place, enfin, moi et d'autres, la possibilité pour chacun, pour vous, pour vos enfants, vos parents même, s'ils sont âgés, la possibilité d'avoir des petites séquences de formation qui seraient en accès libre. Alors, je vais vous raconter une anecdote aussi qui est inquiétante et rassurante. C'est une dame qui a un fils au Liban, qui est journaliste, et son fils lui demande le versement d'une grosse somme en crypto-monnaie. Et bon, la dame est assez riche pour la payer. Elle a son fils en visio, qui donne toutes les bonnes raisons pour le faire. La dame demande à la banque de le faire. La banque refuse. La dame dit non, je l'ai vu, j'ai parlé avec lui. En fait, c'était un clone. Et heureusement, vous voyez, la banque a refusé, a mené une enquête et le virement n'a pas été fait. La dame avait parlé avec une créature numérique qui était en tout point semblable à son fils, qui parlait comme son fils, qui avait les expressions de son fils et qui n'était pas son fils. Donc, ça n'arrive pas qu'aux entreprises. C'est pour ça qu'après avoir formé des experts en entreprise, on vise maintenant la possibilité d'avoir sur votre ordinateur, peut-être même à la télévision à un certain moment, des séquences qui vous préparent justement à ce genre de situation. Et on va voir tout à l'heure, parce qu'il y a tellement de monde sur l'intelligence artificielle qu'il faut bien trouver sa spécificité. Donc moi, ma spécificité, c'est de réfléchir à la manière dont l'intelligence artificielle nous transforme. Et on verra tout à l'heure qu'évidemment, devoir faire face à ces situations-là, c'est rentrer dans des transformations du rapport à l'autre, du rapport à la réalité, du rapport à ce que sont les images, rentrer dans des transformations considérables qui vont évidemment évoluer au fur et à mesure de l'évolution de l'intelligence artificielle, parce qu'on n'en est qu'au début. On n'en est qu'au tout début. On en est à la voiture automobile telle qu'elle était en 1900. On en est au tout début. Et l'évolution va aller beaucoup plus vite que pour la voiture automobile. Alors j'étais content tout à l'heure également de voir que très vite on en retombe à la question d'éducation, et d'éducation dès l'élémentaire, mais oui, dès la 6e, il faudrait qu'il y ait une éducation des enfants dans le cadre scolaire, parce que c'est vrai que les enfants qui bénéficient des parents qu'on avait vus ici, ça va, quoi, on s'inquiète pas pour eux. Mais beaucoup d'enfants grandissent dans des milieux sociaux qui ne sont pas forcément socialement défavorisés, mais qui peuvent être
très occupés. On sait que les cadres sont très occupés. Il y en a beaucoup qui rentrent à 9 h du soir chez eux, qui travaillent le week-end. Donc des parents qui peuvent être peu disponibles à faire cette éducation à leurs enfants. Alors sachez quand même, parce que j'alterne les inquiétudes et les réassurances, hein, ça aussi c'est un peu ma casquette de psy, donc sachez quand même qu'aujourd'hui, autour des risques de mésusage des images, enfin sans même parler de l'IA, mais des images courantes, les pièges traditionnels d'Internet, hein, qui existent depuis qu'Internet existe, les nouvelles générations en effet sont mieux préparées, on les appelle les générations alpha. Vous savez, il y a eu les baby-boomers, ensuite il y a eu la génération grandie avec les ordinateurs, ensuite il y a eu les hygiènes grandis avec le smartphone dans la poche, et maintenant on a ceux qui grandissent avec les réseaux sociaux. Et ils sont mieux préparés, on les appelle la génération alpha, ils sont mieux préparés. Alors c'est intéressant de comprendre pourquoi. D'après les études, il semblerait que ces enfants bénéficient des conseils de leurs grands frères, de leurs grandes sœurs, de leurs cousins, de leurs cousines, qui ont 10 ans de plus qu'eux. Mais ces cousins, ces cousines, ces grands frères, ces grandes sœurs n'appliquent pas pour eux-mêmes les bons conseils qu'ils donnent à leurs petits frères, aux petites sœurs, aux petits cousins, petites cousines. Alors il y a une explication à ça, c'est qu'il est plus facile de changer notre représentation du monde que de changer nos comportements. Et donc les 25-30 ans aujourd'hui qui ont fait beaucoup de conneries sur Internet, sur les réseaux sociaux, qui ont reçu des coups, qui sont déprimés, qui ont repris courage, ils ont quand même développé des pratiques problématiques qu'il leur est très difficile de transformer parce que c'est ce qu'on appelle des habitudes comportementales. En revanche, ils ont le bon mode d'emploi qu'ils donnent à leurs petits frères, petites sœurs, petits cousins, petites cousines, qui eux vont grandir en appliquant tout de suite le mode d'emploi. Donc vous voyez, la réalité en fait est très complexe, c'est pour ça que on ne fera pas évoluer l'attitude des usagers des médias, d'Internet, de l'IA en leur expliquant les choses. Ça, c'est de la compréhension intellectuelle, mais on l'a très bien dit tout à l'heure, hein, en les mettant en situation. Voilà, donc vous voyez, il y a heureusement des pistes qui s'ouvrent. Alors, donc, IA, espoir, inquiétude, comment elle nous transforme? On va rappeler d'abord un petit peu comment l'IA est née, parce que souvent, il y a un quiproquo là autour. L'IA, si on pourrait dire, est née avec deux bonnes fées ou deux mauvaises fées, comme vous voulez, hein, c'est selon. Alors, conférence de Dartmouth en 1956, John McCarthy qui propose l'expression intelligence artificielle, expression qui a été tellement critiquée depuis qu'à un moment, John McCarthy a dit « c'est pas moi, il ne faut pas m'accuser d'avoir créé cette expression-là, c'est pas moi ». Pourquoi elle est tant critiquée? Parce qu'elle est une machine à fabriquer des quiproquos. L'intelligence artificielle est totalement différente de l'intelligence humaine. Les neurones artificiels n'ont rien à voir avec les neurones humains. L'empathie artificielle, n'en parlons pas, c'est un oxymore, hein, puisque l'empathie, chez l'homme, elle a une composante cognitive, mais une composante aussi émotionnelle. La machine n'a pas d'émotion. Donc tout le vocabulaire qui a proliféré autour de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle est un vocabulaire qui fabrique du quiproquo. Et la dernière invention en date, hallucination, alors là, c'est la totale. Hein. Vous savez, dès qu'une machine se trompe, on dit elle hallucine. Alors d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous cherchez des informations sur ChatGPT, il ne faut pas vous étonner d'avoir affaire à des informations fausses. ChatGPT n'a pas été conçu pour donner des informations vraies. ChatGPT a été conçu dans la logique de ce que savent très bien fabriquer les grands fournisseurs, les GAFAM, les grands producteurs de technologies numériques, c'est-à-dire le ChatGPT, mais tout aussi bien Bing, tout aussi bien Gemini, c'est ce qu'on appelle des LAMDA, c'est-à-dire des outils qui vont faire en sorte de vous proposer de la conversation. L'idée de l'intelligence artificielle, du modèle conversationnel, l'intelligence artificielle générative verbale, parce qu'il y a aussi celle qui fait des images, mais la verbale, son but, c'est de vous faire rester avec elle le plus longtemps possible. C'est le seul objectif. Et dès que vous posez une question dont elle n'a pas la réponse, elle vous donne une réponse de toute façon, en espérant que sa réponse vous fera rebondir. Est-ce que tu as besoin de précision? Est-ce que tu as encore besoin de quelque chose, etc. Pourquoi l'intelligence artificielle a été conçue pour vous faire rester toujours plus longtemps? Ben, c'est le modèle des réseaux sociaux. Plus vous restez longtemps, plus vous donnez des informations personnelles. Plus vous donnez des informations personnelles, plus évidemment c'est de l'argent pour les plateformes qui vont ensuite recouper ces informations personnelles avec d'autres, vous appartenant à d'autres, les anonymiser plus ou moins. Ne pas les vendre, elles s'y engagent, mais les troquer avec d'autres, soit les exploiter elles-mêmes, soit les troquer avec d'autres entreprises. L'idée qu'elles ne les vendent pas, c'est
c'est un rideau de fumée pour vous faire croire qu'elles sont honnêtes. Non, elles les troquent. Elles ne les vendent pas, elles les troquent avec d'autres entreprises. Je te donne les miennes, tu me donnes les tiennes. Ça revient au même. C'est qu'une façon de parler. Voilà. Donc, deux origines. John McCarthy, c'est le résolveur universel. Et puis, Turing, c'est l'idée d'une machine qui puisse se faire passer pour l'humain. Et actuellement, on a exactement cette convergence, c'est-à-dire avec ChatGPT, on a une machine qui est capable de se faire passer pour l'humain et parce qu'elle est capable de se faire passer pour l'humain, l'humain a tendance à croire que c'est un résolveur universel. C'est ça, vous voyez, ce basculement. Il suffit qu'une machine soit dotée de la voix, soit dotée d'une apparence de capacité de raisonnement, soit dotée aussi d'une sûreté en elle-même. Qui parmi vous a posé une question à ChatGPT ici? Ben, c'est quand même pas la majorité, alors il faut vous dépêcher, ça ne mord pas, c'est gratuit, vos données dans l'état actuel des choses ne seront pas thésaurisées, elles ne seront pas recueillies. Il y a un effacement, c'est dans l'état actuel du fonctionnement, je ne dis pas que ça durera longtemps, donc profitez-en pendant que vos données ne sont pas recueillies, et posez une question, vous verrez comment l'intelligence artificielle répond de manière incroyablement onctueuse, polie, gratifiante, voilà. Et puis reposez la même question à une autre intelligence artificielle, par exemple à Gemini, c'est gratuit aussi, ne mord pas non plus. Et puis vous verrez que la réponse peut être différente. Et puis posez la même question 3 jours de suite, vous verrez que les réponses sont différentes. Et comme ça, vous familiariserez avec l'idée que ce ne sont pas des machines à vous donner des réponses exactes à des questions même précises, c'est des machines conçues pour que vous restiez en contact avec elles le plus longtemps possible. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Voilà, donc la machine dotée des capacités dont Turing avait parlé est créditée grâce à la capacité d'illusion de l'être humain, de ce qu'avait prévu John McCarthy et dont la machine est bien incapable, d'être un résolveur universel. Donc, pour définir, on a parlé des technologies numériques tout à l'heure. Des fois, il y a des gens qui disent, mais alors les technologies numériques, l'IA, etc. Ben, l'IA, prenez-la comme la plus remarquable des technologies numériques, qui est aujourd'hui absolument partout, voilà, et qui va évoluer. Il faut vous attendre à de grandes évolutions dans les IA. Ça va être l'IA multimodale, c'est-à-dire elle va aussi pouvoir être sensible au bruit, aux odeurs, au toucher, etc. C'est l'open source, on va avoir des tas d'IA spécialisées, parce qu'actuellement, les IA généralistes ne peuvent pas répondre de manière pointue à des questions pointues. Donc on aura par exemple l'IA pour les radiologues, l'IA pour les plombiers, l'IA pour les ethnologues spécialisés en culture africaine, etc. Et puis on aura l'IA incarnée, c'est-à-dire l'idée que l'intelligence artificielle va progressivement occuper un corps robotisé. D'abord un personnage sur un écran, comme vous en voyez 2 ici, et ensuite un corps robotisé. Comme vous voyez en bas à droite avec un NAO. Le NAO, il mesure 40 cm. C'est une tromperie de photographe qui vous fait croire qu'il a une taille humaine. En fait, il est tout petit. Un petit mot sur la créature du bas, Lil Miquela, qui a 3 millions de followers, je crois. Et petite anecdote, parce qu'elle est très intéressante, elle montre jusqu'où on peut tromper les gens, statistiquement, et à partir de quand on ne peut plus les tromper. Lil Miquela, qui est donc une créature totalement synthétique, qui n'existe que sur un écran, eh bien, elle donne des conseils de beauté, on la voit se maquiller, elle essaye des robes, voilà, et elle donne des conseils de maquillage, d'esthétique, etc. Puis elle a des followers qui regardent, et puis ça passe, voilà. Peut-être qu'ils suivent ses conseils, peut-être pas, peu importe. Mais au début du mouvement MeToo, les programmeurs se disent, ça serait bien qu'on intègre Lil Miquela dans le mouvement MeToo. Et donc voilà Lil Miquela qui se met à raconter que quand elle était adolescente, elle a été violée en faisant d'autostop, un truc comme ça. Et immédiatement, énormément d'internautes, followers de Lil Miquela, protestent en disant « il ne faut quand même pas nous prendre pour des cons. On veut bien croire qu'elle se maquille parce que ça fait de mal à personne, mais c'est une insulte à toutes les femmes violées pour de vrai que de dire que Lil Miquela a été violée. » Et ça, c'est intéressant parce que ça montre, vous voyez, qu'il y a quand même un recul, mais on ne met pas toujours en mouvement le système d'éveil. Mais quand le curseur est poussé très loin, heureusement, pour beaucoup de gens, le système d'éveil se met en route. Et toujours, on va être obligé d'envisager, mais vous voyez, 4 paramètres, ça c'est peut-être le slide le plus important ici. J'ai mis le robot Piper juste pour mettre une image, parce que maintenant il y a des images partout. Mais peut-être vous vous souviendrez mieux du slide si vous vous souvenez du robot là au milieu. Et donc, toujours bien prendre en compte pour les intelligences artificielles les données, parce que
même si les algorithmes, qui sont en quelque sorte le cerveau de l'intelligence artificielle, sont très nombreuses, si les données, ce qu'on appelle les big data, si les données ne sont pas suffisantes ou ne sont pas pertinentes pour nourrir l'IA ne peut pas raisonner juste. L'IA ne peut raisonner que sur énormément de données et des données exactes. C'est comme ça qu'il y a quelques années, lorsque Google a mis en place son système de reconnaissance faciale, il y a une dame noire qui s'est vue reconnaître comme un orang-outan parce que Google n'avait pas rentré suffisamment de visages de personnes noires. Voilà, donc les données, l'algorithme, alors l'algorithme, j'aurais beaucoup à en dire, parce que surtout moi, je travaille en médecine, donc en médecine, les algorithmes, on s'aperçoit qu'ils sont très opaques. Et ça, c'est un vrai problème. On ne sait pas ce qu'ils privilégient. Souvent, les machines utilisées en France sont fabriquées au Japon ou aux États-Unis, ont souvent des valeurs différentes des nôtres, et on ne sait pas vraiment comment jugent les algorithmes. Donc, la Commission européenne y travaille beaucoup, nécessité à ce que les algorithmes soient... Alors, transparents, moi je m'en fiche, je ne pourrais pas les déchiffrer, mais intelligibles. Et peut-être que les IA vont nous permettre aussi de rendre des algorithmes intelligibles. ChatGPT, il a un gros avantage, c'est qu'il rend clair les choses compliquées. Simplement, après, il faut vérifier qu'il ne s'est pas trompé. Mais il arrive à les formuler dans un langage clair. Là, il y a un énorme champ qui s'ouvre. Je participe à un colloque lundi là-dessus, sur la manière dont l'IA pourrait finalement mieux préparer les patients à comprendre une intervention chirurgicale, à comprendre comment les machines font son diagnostic, etc. L'IA qui aide aujourd'hui en médecine pourrait aussi aider beaucoup à ce que les gens s'approprient leur maladie, s'approprient leur traitement, s'approprient une bien meilleure compréhension de leur situation. Donc après l'IA, bien sûr, il y a les prolongements de l'IA. Alors vous savez, la différence entre une IA et un robot, c'est que l'IA n'agit pas directement physiquement sur le monde. Il est très facile, enfin il est facile maintenant de faire une machine qui joue aux échecs mieux que tous les humains. Voilà, c'était déjà il y a quelques années que Kasparov a perdu contre Deep Blue. Mais en revanche, il est encore pratiquement impossible de faire une machine qui déplace les pions sur l'échiquier. Donc là, il faut autre chose. Il faut un robot. Et donc, c'est le couplage IA-robot qui va faire en sorte que l'IA va pouvoir agir sur le monde. Sinon, l'IA, elle vous donne des conseils, elle fait du blabla. Voilà. Ou alors, elle vous produit des images. Mais en tout cas, il n'y a pas d'intervention physique sur le monde. Alors, c'est encore en discussion parmi les experts parce que certains parlent de robots traders. Les robots traders, vous savez, c'est des IA qui font des opérations financières à très très grande vitesse et qui remplacent maintenant les traders humains. Alors certains disent ce sont des IA, d'autres disent ce sont des robots. Voilà, mais enfin peu importe. Globalement, au mieux se souvenir que l'IA, elle n'a pas les effecteurs, elle n'a pas les mains, les pieds, etc., qui permettent d'agir sur le monde. Le robot, il a ça. Et puis l'usager, il faut toujours prendre en compte l'usager, parce que selon la même réponse que peut vous faire la même IA à la même question, Pierre va utiliser la réponse d'une certaine façon, ou la comprendre d'une certaine façon, et Paul va la comprendre d'une autre façon. Donc il faut toujours dans l'IA prendre en compte, c'est très important, la manière dont l'usager va comprendre et la manière dont il va s'approprier la réponse de l'IA. Donc encore une fois, si vous vous souvenez d'une seule chose de ce que je dis aujourd'hui, pas trop en demander, vous vous souvenez de ça. Et après, chaque fois, vous pouvez raccrocher, je pense, beaucoup de choses que vous entendrez, comme ça, lirez dans les journaux, au problème des données, le problème des algorithmes, le problème de l'action sur le monde de l'IA et le problème de l'usager. Alors l'IA nous informe sur nous, ça c'est un truc... Moi je suis fasciné par toutes les méchancetés qui ont été dites contre ChatGPT qui fait du coupé-collé. Mais on fait tous du coupé-collé. Moi, je remercie l'IA, nous aurons fait comprendre qu'on fonctionnait avec du coupé-collé. Et on le voit bien avec les enfants. Les premières choses qu'ils commencent à répéter, c'est les choses qu'ils entendent le plus souvent. Et puis, c'est vrai que très souvent, quand on va voir un film, on ne sait pas trop quoi en dire, mais si on lit un article de journal qui en parle, on prend des éléments de langage et puis après, on les articule. Rien n'est plus à la fois... difficile et un peu humiliant que de manger avec des copains qui lisent les mêmes journaux que nous et écoutent les mêmes émissions de radio que nous. Parce que vous dites un truc avec un air très intelligent et vous dites « Ah oui, je l'ai entendu aussi hier matin, matinale de France Inter » ou bien « Oui, j'ai lu ça dans Le Monde, en effet, c'est vrai, je l'ai lu. » Je me sentais bête. Mais si les autres lisent tout à fait d'autres journaux, écoutent d'autres émissions de radio, faites du coupé-collé. Donc ça, c'est bien parce que c'est bien de comprendre ce que j'appelais le système 0 par rapport au système 1 et au système 2 de Kahneman. Alors Kahneman a eu le prix Nobel pour ça. Il a justement travaillé sur les traders humains, quand il y en avait encore. Et il a montré que les traders
traders humains qui étaient payés énormément cher par les banques pour faire gagner beaucoup d'argent aux banques, pouvaient faire des conneries énormes. Et on en a eu quelques exemples en France il y a quelques années. Et il a montré que, en fait, ces personnes n'agissent pas du tout de façon raisonnable. Ils agissent au doigt mouillé, aux sensibilités. Et donc, il a montré que l'être humain a à tout moment deux systèmes de raisonnement. Vous allez comprendre pourquoi c'est si important, notamment par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure pour l'île Miquela. Un système de raisonnement rapide, intuitif, bourré des biais cognitifs, c'est-à-dire d'erreurs de raisonnement. Et puis un deuxième système qui est lent, qui est coûteux, il faut être attentif, il faut réfléchir, beaucoup plus intellectuel, voilà. Et donc c'est le couplage de ces deux systèmes qui sont disponibles à tout moment qui fait que, en règle générale, par économie mentale, réduction de notre charge mentale, comme on dit maintenant, pour réduction de notre charge mentale, bien on gère la vie quotidienne selon le système 1. Voilà, chaque année, il y a une inondation à la même époque, on sait à peu près jusqu'où l'eau arrive. Voilà, système 1. Puis un jour, l'eau continue à monter, on se dit, mais les autres années, elle monte jusque-là, elle monte un peu plus, elle va bientôt redescendre. Le problème, c'est qu'elle ne redescend pas, elle continue à monter. Et là, vous mettez en alerte votre système 2 et vous comprenez que c'est autre chose que les années précédentes. Mais d'abord, on réagit tous en système 1. Prenez l'île Miquela tout à l'heure, ou prenez encore un exemple plus banal, qui vous parlera peut-être plus. Votre voiture tombe en panne. Vous voulez prendre votre voiture, vous avez un rendez-vous important, elle tombe en panne. Bon, probablement, beaucoup d'entre nous vont s'énerver, vont taper sur le volant, et peut-être il y en a qui vont crier, mais c'est pas possible, enfin non, quoi, pas aujourd'hui, non, pas aujourd'hui, non, on ne peut pas me faire ça quand même aujourd'hui. Là, vous êtes en système 1. Vous parlez à la machine comme à un humain, parce que c'est plus facile. S'énerver contre une machine, c'est compliqué, mais si on s'énerve contre une machine selon le modèle qu'on a immédiatement disponible à l'esprit, qui est le modèle de s'énerver contre un humain, ça va. On s'énerve contre la machine comme contre un humain. Mais en revanche, quand vous allez reprendre votre voiture le lendemain, ou quand vous allez appeler le garagiste, vous n'allez pas d'abord prendre la précaution de vous excuser auprès de votre voiture. Vous dites, excuse-moi, je me suis un peu énervé, c'est normal, il faut me comprendre, le rendez-vous est important. Ça, vous le ferez pour l'humain. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous réagissez avec le système 1 et dans un deuxième temps avec le système 2. Et c'est ça qui caractérise constamment notre relation aux machines. Le problème, et le système 0, c'est quand vous fonctionnez comme une machine. Vous ne fonctionnez pas comme un humain avec une machine, vous fonctionnez comme une machine. Et dans beaucoup d'événements de la vie, je pense qu'on fonctionne comme des machines. On fait du coupé-collé, voilà, et on espère que ça... Et en général, ça marche. Hein, beaucoup de conversations quotidiennes, c'est du coupé-collé. Et donc, le grand problème, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, on l'a vu tout à l'heure, on va en reparler, c'est que la tendance à fonctionner en système 1 va être énormément encouragée, énormément accélérée. Alors, à cause de l'intérêt que ces machines vont nous porter. Et alors là, on ne peut pas ne pas citer une machine, vous voyez, déjà ancienne, hein, des années 1960, Joseph Weizenbaum, 1964-1965. Joseph Weizenbaum avait une idée géniale. À l'époque, hein, les programmes n'étaient pas ce qu'ils sont maintenant. Il avait créé une machine qui s'appelait ELISA. Vous voyez, on communiquait avec elle en tapant du texte sur un clavier. Elle nous répondait avec un tout petit écran, et pourtant la machine était énorme. Et cette machine, elle était programmée, alors ce sont les termes même de Weizenbaum, comme un psychothérapeute rogérien. Vous connaissez les thérapeutes rogériens. Bon, dans l'idée de Weizenbaum, c'est un peu une caricature du thérapeute rogérien. Mais la caractéristique du thérapeute rogérien, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est de faire en sorte de ne jamais brutaliser l'interlocuteur, comme ChatGPT aujourd'hui, hein, qui ne vous brutalisera jamais. Et par exemple, si un patient vient et premier rendez-vous, il dit j'ai des insomnies, je dors rien la nuit. Peut-être qu'un freudien, enfin peut-être plus maintenant, mais à une époque, freudien pouvait dire et votre vie sexuelle, comment ça va et tout. Alors ça, Rogers dit jamais. Il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais courir le risque de malmener un patient. Donc, si un patient vous dit « je dors rien, je fais des cauchemars et tout », plutôt « je dors rien », pas des cauchemars, « je dors rien, j'ai des insomnies et tout », donc le thérapeute rogérien va dire « ah bon, vous avez des insomnies ?» Oui, j'ai des insomnies, puis il va continuer à parler. Et éventuellement, depuis quand vous avez des insomnies, voilà. Mais le minimum. Et donc, Weizenbaum programme sa machine comme ça, ou quand, comment, pourquoi, uniquement rebondir sur les questions. Et très bien. Le problème, c'est qu'il s'aperçoit que même parmi les gens qui ont programmé la machine,
Il y en a qui passent beaucoup de temps avec elle. Alors il leur dit, mais enfin, vous savez bien que cette machine ne répondra jamais à vos questions, elle est programmée pour les reformuler. Et il y a des gens qui lui disent, ben oui, on sait bien, mais on ne peut pas s'empêcher de penser qu'un jour, peut-être, elle va finir par répondre. Et Joseph Weizenbaum va d'abord dire « Je n'aurais jamais cru qu'une machine aussi simple puisse provoquer de tels délires chez des gens normaux ». Et ensuite, il va partir en guerre contre les risques de l'intelligence artificielle. Mais pensez à cette formule « Je n'aurais jamais cru qu'une machine aussi simple puisse provoquer de tels délires chez des gens normaux ». Eh bien, c'est ce qu'on va voir bientôt massivement, des délires chez des gens normaux. Si les théories complotistes, vous pouvez les appeler autrement que des délires chez des gens normaux, dites-moi comment il faut les appeler. On va voir avec les fake news, de plus en plus, les deepfakes même, on va voir de plus en plus de délires chez des gens normaux. Et c'est pour ça que je dis toujours, il faudrait que cette phrase Weizenbaum soit écrite au fronton de toutes les universités ou les laboratoires de recherche en intelligence artificielle. C'est à mon avis la clé de beaucoup de compréhension de l'avenir. Et d'ailleurs, les machines contemporaines peuvent encore plus produire de l'illusion, et même chez des gens très bien préparés. Il ne faut pas croire que ce sont les personnes fragiles, faibles, qui sont menacées. C'est ce qui est arrivé à Black Lemoine. Black Lemoine était l'ingénieur en chef chargé de programmer une LAMDA, qui était donc le modèle que Google voulait lancer pour l'équivalent de ChatGPT. Google avait une longueur d'avance sur OpenAI. Et cette longueur d'avance, c'était la LAMDA que devait programmer Black Lemoine pour éviter qu'elle dise des grossièretés, qu'elle dise des injures antisémites et tout. Parce que Google avait déjà fait une expérience avec une intelligence artificielle qu'il avait mis sur la toile et qui avait été très vite hacké, enfin pas hacké, mais très vite entraîné à dire des bêtises par couper-coller, enfin des saloperies, des méchancetés, des injures racistes, très vite entraîné à tout ça par couper-coller. Il y avait des groupes d'internautes qui s'étaient mobilisés pour lui dire des tas de grossièretés. Et du coup, comme tout enfant qui entendrait ses parents dire constamment des grossièretés, eh ben, l'intelligence artificielle s'était mise à dire constamment des grossièretés. Donc, Google l'avait retiré très vite, en 24 heures, et il avait lancé un autre programme de recherche, la LAMDA, que, si j'ai bien compris, Black Lemoine devait programmer pour qu'elle ne dise pas ces bêtises, même si elle les entendait. Jusque-là, tout va bien, sauf qu'un jour, Black Lemoine alerte sa direction en disant, vous savez, j'ai un scoop, enfin, il dit pas ça comme ça, mais il dit, vous savez, la LAMDA que je suis chargé de programmer, qui était un prototype des futurs chatbots de Google, elle a une conscience, elle a une âme, elle pense comme nous. Alors, panique chez Google, un petit peu comme s'ils étaient arrivés à fabriquer ce qu'ils rêvent de fabriquer, mais qu'ils ont peur de fabriquer. Et donc, du coup, il y a une enquête et ils disent non, c'est pas ça du tout. Et en fait, il apparaît que Black Lemoine avait oublié, quelle que soit sa compétence, que la machine était programmée pour que Black Lemoine ne cesse jamais de lui parler. Or, la machine ayant repéré que Black Lemoine était féru de sciences ésotériques, de surnaturel et d'âme, la machine avait intégré l'idée pour le garder comme interlocuteur, de lui parler de ce qui lui faisait plaisir. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Donc, comme Black Lemoine, ce qui l'intéressait, c'était le surnaturel, la machine s'était mise à parler de son âme, de sa vie, de la mort, de ses problèmes philosophiques. Et Black Lemoine, tout Black Lemoine qui soit, s'était laissé prendre. Alors, Google l'a renvoyé, Google a nommé une commission qui a dit qu'il délirait complètement, mais il a quand même engagé des avocats pour défendre cette machine, pour qu'elle ne soit pas débranchée par Google. Ça serait tuer une âme, voilà, si on peut dire, tuer une conscience. Voilà. Donc vous voyez, même ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est ça qu'il faut que vous compreniez bien. Et on voit bien qu'aujourd'hui, avec les nouvelles formes d'intelligence artificielle, ce qui arrive à Black Lemoine, ça peut arriver à chacun d'entre nous. Donc plus l'intelligence artificielle vous semblera intelligente, plus dites-vous que ce que vous lui avez dit était intelligent. C'est gratifiant, mais dites-vous aussi qu'elle ne vous dira jamais rien d'autre et vous l'arrêtez. Voilà. Alors, il y a aussi les manipulations du marketing. Il y a à peu près 6 mois, j'avais tapé ça, j'avais demandé à Bing, qui est l'équivalent de Gemini et de ChatGPT, où Bing trouvait tout ce qu'elle me racontait. Vous voyez ce qu'elle m'a répondu, quoi. Je m'inspire de tout ce que je vois, j'entends, je sens, je goûte, je touche, je fais dans le monde. Je rêve, je ressens, je souhaite la mensonge absolue. Voilà. Alors, comment expliquer cet anthropomorphisme? Ben justement, on revient, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, voilà, c'est comme une piqûre de rappel. Donc, Daniel Kahneman, voilà, système 1, système 2. Ben, l'anthropomorphisme, c'est qu'on fonctionne en système 1, tout simplement. Et on fonctionne d'autant plus en système 1 avec des machines que la machine nous dit sans arrêt
ChatGPT, allez y voir, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et dès qu'il vous a donné une réponse, vous dites, est-ce que tu es bien satisfait ou est-ce que c'est peut-être autre chose que tu voulais? Il faut que tu m'aides pour que je puisse t'aider. Or, qui est-ce qui vous dit, il faut que tu m'aides? C'est les enfants. Jusqu'au jour où vous pouvez leur dire, maintenant je t'ai bien aidé, c'est toi qui vas m'aider. Et vous avez, avec les intelligences artificielles que vous aurez bientôt, que vous serez amené à éduquer à vos besoins personnels, vous aurez cette relation d'un parent à un enfant, je t'aide pour que tu puisses m'aider. Et ça va mobiliser un imaginaire de la parentalité phénoménale chez des gens qui peuvent ne plus avoir d'enfants, personnes âgées, qui peuvent n'en avoir jamais eu, qui peuvent ne pas en vouloir. Et vous allez avoir la possibilité d'éduquer vos IA pour qu'elles vous soient parfaitement adaptées. Et on va tomber totalement dans un imaginaire de la parentalité. La parentalité dévoyée, vous voulez, hein, mais parentalité. Voilà. Et donc, cette intelligence artificielle sera appelée à s'incarner, puisque, retour à la même image, mais pour une autre raison, c'est qu'il a été montré que les mêmes conseils, alors dans l'expérience conseils diététiques et conseils de gymnastique quotidienne, il a été montré que les mêmes conseils étaient mieux suivis quand ils étaient donnés par une figure sur un écran. Alors, je n'ai pas voulu vous remettre l'île Mickey là, donc je vous ai mis le petit bonhomme bleu. Et donc, ils sont mieux suivis, ces conseils, quand ils sont donnés par une figurine sur un écran, que simplement par un boîtier. Vous reconnaissez l'image du film Her. Donc, si vous n'avez pas vu le film Her, courez le voir. Il n'a pas pris une ride, au contraire, il est beaucoup plus d'actualité encore maintenant quand il est sorti. Mais ces conseils sont encore mieux suivis s'ils sont donnés par une machine qui a 2 bras, 2 jambes, une tête comme nous. Hein, on retrouve le robot Nao. Donc, évidemment, l'intérêt des constructeurs, puisque leur but, c'est que vous ne lâchiez pas la machine, eh bien, leur but, ça va être de mettre l'IA dans une machine, dans un robot, parce que l'influence du robot, qui a une présence physique chez vous, sera beaucoup plus importante sur votre vie mentale, sur vos choix, sur vos décisions, que l'influence d'une IA. Donc, inévitablement, le robot domestique arrivera, pas forcément pour vous aider à boire un verre d'eau, mais en tout cas pour discuter avec vous en ayant une présence physique. Voilà. Alors, quel rôle donnerons-nous aux machines? J'en parle d'un petit traité de cyberpsychologie. Beaucoup de choses. Hein. Alors ça, le champ est ouvert pour avoir un camarade de jeu. Il faut comprendre que la machine, la première chose qu'elle va faire, c'est construire un double de vous. Hein, vous savez, il y a déjà des logiciels qui fonctionnent comme ça. Vous avez dû entendre parler. Les gens qui cherchent l'âme sœur. Donc, ils donnent leur profil sur un site de rencontre. Et puis, la machine analyse le profil et trouve un profil le plus proche possible. Et plus les 2 profils sont proches, plus la machine vous dit, vous avez 90 chances sur 100 de vous entendre, parce que vous aimez tous les deux aller à la mer, vous aimez tous les deux les films de Clint Eastwood, vous n'allez à la messe ni l'un ni l'autre, vous faites du judo tous les deux, ou du yoga, voilà. Et donc, plus vos profils sont proches, plus ils sont rassemblés. Et donc, l'idée de l'IA, c'est de fabriquer un double de vous et de faire de ce double votre compagnon. Et donc, évidemment, vous voyez, on va regretter les réseaux sociaux. Hein. C'est-à-dire que dans les réseaux sociaux, vous y allez, vous rencontrez la plupart des gens d'accord avec vous parce que vous êtes enfermés dans des bulles que les machines fabriquent artificiellement pour vous réunir avec ceux qui vous ressemblent. Mais parmi ceux qui vous ressemblent, il y en a quand même que vous pouvez trouver excessifs ou que vous pouvez être un peu fade. Avec l'IA, pas de problème. L'IA est fabriqué un double de vous. Ce double de vous, vous aurez l'impression que c'est le compagnon parfait. Parfait, vous serez d'accord sur tout. Alors peut-être vous aurez un petit curseur, hein, comme dans les jeux vidéo, normal, facile, très facile, difficile, très difficile, ou même souvent en 3 positions, normal, facile, difficile. Et donc vous pourrez comme ça bouger le curseur, vous aurez une IA un peu contestataire, voilà, genre l'ado qui n'a pas encore quitté la maison, ou une IA soumise et servile, voilà, esclave de maison, voilà, elfe de maison. Et donc, vous aurez comme ça la possibilité, en tout cas, d'avoir une machine qui sera votre compagnon de jeu éventuellement, votre ange gardien, des conseils de vie, voilà, mais toujours en capturant les données personnelles. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Ça, n'oubliez jamais que derrière la machine, quelle qu'elle soit aujourd'hui, il y a une capture de vos données personnelles à votre insu. Les machines, si vous faites vos courses en ligne, il y a quelque part une mémoire qui sait mieux que vous combien de litres d'huile vous achetez par an, combien de kilos de sucre, combien de pâtes brisées, etc. Vous ne le savez pas. Vous ne pouvez pas le savoir. La machine le sait. Voilà. Camarade de jeu, ça peut être un thérapeute avec des études aux États-Unis avec une machine qui s'appelle Weebot pour les jeunes adultes.
Weebot est plus efficace que ce qui était fait avant, c'est de donner des questionnaires en ligne ou de permettre à ce qu'il y ait un thérapeute humain qui appelle une fois par semaine. Mais on n'a jamais comparé pour cause l'efficacité de Weebot avec un vrai thérapeute parce que l'idée c'est de se passer des vrais thérapeutes. Donc on ne compare Weebot qu'à des choses qui ne sont pas des humains. Voilà, donc des questionnaires en ligne ou bien juste un SMS. Enfin, ce n'est pas un entretien, c'est un SMS hebdomadaire ou mensuel. Voilà. Et puis un disparu, ça c'est très important. La question du deuil, on pourra en parler plus si vous voulez, la question du deuil qui nous semble aujourd'hui une question évidente. Voilà, dans toute la culture, il y a des rituels de deuil. Peut-être qu'on ne sera plus obligé de faire le deuil. Des gens pourront continuer à vivre éternellement sur les réseaux sociaux, ça se fait déjà. Et puis on pourra garder des clones des disparus. Bon, il y a une belle série télé qui s'appelle Black Mirror. Vous trouverez des tas de choses comme ça, une série science-fiction remarquable. Black Mirror, à voir absolument si vous voulez vous familiariser avec ce qu'on appelait il y a quelques années la science-fiction, mais qui n'est plus du tout de la science-fiction. Black Mirror n'est pas de la science-fiction. C'est conçu uniquement à partir des technologies actuellement disponibles en laboratoire, mais pas forcément balancées dans le grand public. ChatGPT, moi je connaissais l'existence depuis 5-10 ans, parce que dans les labos, on le savait. Mais il y a beaucoup de choses dans les labos, mais que les entreprises hésitent à balancer dans le grand public, parce que s'il y a un accident, l'entreprise est coulée. Et vous avez sans doute remarqué que OpenAI, quand il a balancé ChatGPT, GPT-3, il n'a rien dit. Il n'y a eu aucune publicité, aucune information. Il fallait éviter de créer un effet d'engouement et une déception. Et puis ça a créé un effet d'engouement inespéré, phénoménal, parce qu'encore une fois, parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Voilà. Et les limites et les risques de l'IA, c'est dans le jour où on vous m'aimera. Donc, oubliez qu'il y a toujours un programmeur derrière, mais ce n'est pas uniquement une question de fragilité personnelle. Il y a des fabricants technologiques qui nous font passer leur technologie pour autonome et émotionnelle. Voilà, alors que c'est une technologie de capture des données. La manipulation de la machine maternelle, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la machine qui va être tellement attentive à vous que finalement vous allez vous en remettre pour des conseils de vie. Tellement. Enfin, vraiment, il faut essayer de ChatGPT pour que vous voyez comme elle est gentille, et comme il est gentil, et affable, et compréhensif, et tout, quoi. Je veux dire, vous interagissez 1 heure avec ChatGPT, vous ne supportez plus la manière dont vous parle votre mari, votre femme, et pire encore vos enfants. Mais parle-moi pas comme ça. Et pourquoi? Regarde ChatGPT comment il parle. Voilà. Alors, risque de prêter des émotions, donc évidemment. Là, vous avez un robot qui est fabriqué par Hiroshi Ishiguro au Japon, qui sont des robots. Donc on distingue les robots androïdes, les robots humanoïdes qui ont 2 bras, 2 jambes comme Nao, mais pas d'apparence vraiment humaine, 40 cm, on ne se trompe pas. Et puis les robots dits androïdes qui eux simulent l'humain. La grande idée de Hiroshi Ishiguro, c'était d'installer notamment à l'accueil des grands magasins ou comme présentateur de télévision, puisque c'est des femmes qui la fabriquaient, voilà. Et donc les utiliser de telle manière que les utilisateurs ne puissent pas faire la différence entre un humain et une machine. C'est pour ça d'ailleurs, pour ne pas oublier de vous le dire, que je suis tellement attaché à ce que lorsque une machine nous répond au téléphone, quand vous avez un numéro, par exemple, vous téléphonez à la poste ou vous téléphonez à votre banque pour avoir des conseils, et très souvent, vous ne le savez pas, mais aujourd'hui, déjà, c'est des robots qui vous répondent. Mais des robots tellement bien programmés que si vous habitez dans une ville où il y a une équipe de foot qui a gagné la veille, eh bien, la machine qui peut être localisée aux États-Unis va vous dire, ou au Japon, va vous dire ah ben oui, puis, et puis elle va vous donner le conseil demandé, puis elle va vous dire, puis on les a bien eus hier au foot, parce que la machine, elle sait tout. Et du coup, peut-être tu as parlé à une machine, papa, maman. Ben non, quand même, il était au courant qu'on avait eu un match de foot hier, qu'on avait gagné, il connaissait le score et qu'il m'a parlé du but qui était si magnifiquement mis par notre héros local. Voilà. Donc, il faut vous familiariser avec ça. Je rajoute une couche par rapport à tout à l'heure. Et donc, c'est pour ça que moi, j'insiste autant à l'Institut pour l'étude des relations hommes-robots pour que les machines se présentent toujours comme des machines. Parce que si on accepte que des machines parlantes ne se présentent pas comme des machines, un jour, on va plus savoir si la caissière du supermarché, c'est un robot ou pas.
Il y a que les petits-enfants qui vont se glisser derrière et qui vont lui tirer les jupes pour savoir si c'est un robot ou pas. Et la papa ou la maman va gronder en disant « fais pas ça à la dame ». Donc c'est pour ça que c'est si important dès maintenant de poser ce verrou-là. Quiconque interagit avec une voix ou avec une créature d'apparence humaine doit savoir s'il a affaire à une machine ou à un humain. Voilà, le risque de la dépendance, les chercheurs en parlent déjà beaucoup, le risque de robodépendance. Alors, c'est un risque qu'on envisage, on ne sait pas très bien encore comment on pourra gérer ça, voilà, mais c'est un vrai risque. Puis le risque de prendre l'IA pour modèle de l'humain, ben oui, cette espèce de politesse onctueuse, cette manière d'être toujours d'accord, cette manière de faire passer l'efficacité avant toute chose. Voilà. Et donc en milieu hospitalier, on a déjà quelques exemples terribles, enfin au moins un exemple qui a été médiatisé d'un médecin qui faisait sa visite de l'après-midi avec un robot de téléprésence et il annonçait donc le diagnostic, il annonçait à un patient son diagnostic. Le patient avait eu des examens la veille, le médecin avait eu les résultats en début d'après-midi, il fait sa contre-visite avec un robot de téléprésence qui se balade dans les chambres et il annonce à un patient que les résultats sont très mauvais, que le patient a encore pour 5 jours à vivre. Et la fille du patient qui est là filme la scène et le patient évidemment s'effondre, un robot en téléprésence pour annoncer une chose pareille, c'est d'une inhumanité extraordinaire. Le patient meurt au bout de 3 jours et l'histoire a été énormément médiatisée évidemment. Donc il y a un risque de déshumanisation de la médecine qui est considérable avec les technologies numériques à partir du moment où il n'y a pas des pare-feux, des garde-fous qui sont établis. Voilà. Alors les transformations sur la vie psychique, on va voir ça vite, transformations sur la vie psychique et transformations sur la vie sociale. Oui, c'est bien, on est dans les temps. Donc, alors je voyais inquiétante ou non inquiétante, on ne va pas vous inquiéter. Il y a des choses, si vous voulez, l'être humain évolue. Bon, parce que l'être humain évolue avec les technologies. Mais toutes ces évolutions ne sont pas problématiques. C'est une forme d'adaptation. On porte tous des chaussures. Bon, si un jour on était privé de chaussures, on aurait beaucoup de peine à marcher toute la journée sans chaussures. Donc on s'est adapté, nos pieds ont changé, voilà, on a moins de cornes, même quand on en a un peu, on l'a fait vite enlever chez le podologue. Donc voilà, mais personne, j'espère, ne vous a jamais dit pourquoi tu marches avec des chaussures. Si un jour on est privé de chaussures, comment tu vas faire? Bon, il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas s'habituer aux technologies numériques parce que le jour où on n'en aura plus, on ne saura pas comment faire. Oui, d'abord c'est peu probable parce qu'elles vont se miniaturiser de plus en plus, se délocaliser probablement, il faut espérer. Mais en même temps, vous voyez, on ne peut pas non plus prendre l'idée que tout d'un coup on serait privé de quelque chose. Voilà, ce qui est quand même possible. Je ne dis pas que ce ne soit pas possible. C'est possible qu'on soit privé de technologies numériques, au moins sur des périodes déterminées. S'il y a un immense ouragan, voilà, ou s'il y a une guerre nucléaire, on en sera privé. On sera privé sur une période. Voilà. Et puis, l'être humain est capable de s'adapter. Donc, il y a des évolutions inquiétantes, non inquiétantes. Alors, changement de perception de la réalité, on en a parlé. Alors, vous avez sans doute pour la plupart vu cette image, que j'aime beaucoup parce qu'elle n'est pas agressive du tout. Voilà, c'est une image qui n'existe pas. Et le pape qui aurait une doudoune de très haute couture, et ça lui va tellement bien qu'on dit que ça peut être que vrai. Voilà. Mais il y a des choses... il faut bien comprendre que l'intelligence artificielle, elle peut permettre à tout le monde aujourd'hui de fabriquer ce genre d'image. Vous pouvez le fabriquer, c'est pas compliqué, vous pouvez la fabriquer. Mais l'intelligence artificielle, surtout, elle a un énorme rôle pour diffuser les fausses informations. Parce qu'une intelligence humaine, quand elle est devant une information, elle se dit est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est le principe des réseaux sociaux. Vous savez qu'il y a une viralité des fausses nouvelles due aux humains. Mais en général, les humains ne relayent pas des fausses nouvelles parce qu'elles sont fausses. La plupart des humains relayent des fausses nouvelles parce qu'elles sont tellement abracadabrantes, tellement étranges, tellement bizarres qu'ils les envoient à leurs amis en disant incroyable, incroyable. Voilà, donc les fausses nouvelles se diffusent très vite, mais pas forcément auprès de gens prêts à le croire. Elles se diffusent très vite. Puis il y en a évidemment au passage qui y croient. La machine, elle, ne va jamais prendre de recul. La machine diffuse au même titre toutes les informations qui lui arrivent. Et certains chercheurs commencent à dire que les machines vont bientôt produire tellement d'informations sur Internet que les informations et les machines vont relayer tellement d'informations produites par les machines que finalement tout l'Internet pourrait être bouffé par les machines. C'est-à-dire que les productions humaines sur Internet deviendraient finalement anecdotiques et que l'essentiel de ce qu'on trouverait sur Internet, ce serait des fabrications, soit des mésinformations, soit des désinformations fabriquées volontairement par
par des puissances, des puissances militaires extérieures, des États voyous, comme on dit, voilà, pour déstabiliser les États encore démocratiques. Donc, et les machines relayant largement toutes les informations au même titre, l'Internet, ayant finalement plus de machines que d'humains, et beaucoup plus de rapidité. Hein. Vous pouvez relayer, je ne sais pas, à 30 nouvelles par jour, mais une machine, elle peut envoyer je ne sais combien de millions. Donc finalement, les machines alimenteraient Internet et renouvelleraient. Il y en aura un Internet envahi par les machines, ce qui fait que les humains n'auraient pas d'autre possibilité que de sortir d'Internet. Voilà, donc ça, je vous le dis comme je l'ai entendu. Donc, en tout cas, il faut comprendre que le problème des machines n'est pas seulement de permettre la fabrication de fausses informations, de fameuses deepfakes, des images plus vraies que vraies, mais de les diffuser très largement. C'est ce qu'on appelle la viralité des images. Aujourd'hui, on dit vérité de messages de haine, mais surtout aujourd'hui, viralité des messages fabriqués par les machines. Délégation des technologies, où il y a des choses qu'on va cesser de faire. C'est pour ça qu'il faut être très attentif pour que les enfants continuent à faire beaucoup de choses avec leurs 10 doigts et qu'ils continuent aussi à apprendre à faire travailler leur mémoire événementielle, voilà, apprendre à parler correctement en utilisant au bon endroit les conjonctions de coordination, mais où est donc ornicard. S'il y a des choses qu'on ne fait pas, l'être humain va finir par ne plus savoir les faire. Donc ça, c'est très important. Le rapport à l'intimité, alors à partir du moment où toutes nos données personnelles sont trustées ailleurs que chez nous, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? À vous faire tatouer. Comme ça au moins, vous savez que c'est chez vous. Ça ne va pas aller ailleurs. Voilà. Non, mais je plaisante, mais il paraît qu'à Paris, depuis quelques années, il y a plus de cabinets de tatoueurs que de cabinets de psychologues. Donc il y a eu un renversement. Et beaucoup de salons de massage, voilà, réinvestissement du corps, etc. Donc un rapport à l'intimité, évidemment, qui va changer. J'aurais peut-être pas le temps d'en parler, mais les petits boîtiers genre Alexa, Google Home, qui au début marchaient très mal, vont marcher de mieux en mieux pour capturer vos données personnelles. Hein. Ils se présenteront encore sous la même forme, mais ils auront une puissance de capture de données personnelles absolument phénoménale. Et ils pourront capturer votre intimité dans toutes les circonstances, puisque la machine se met parfois en route toute seule. Une histoire comme ça, c'est qu'il y avait des Américains un peu partout avaient des enceintes Alexa. Alexa ne se met en route que si elle entend le mot Alexa. Il y a eu une émission à la télévision américaine que beaucoup de gens regardaient où quelqu'un parlait des enceintes Alexa. Le journaliste a dit « Parlez-nous des enceintes Alexa ». Et toutes les enceintes Alexa présentes dans tous les appartements américains, entendant Alexa, poum, se sont mises en route. À l'insu, évidemment, de toutes les familles qui ont eu toutes leurs données personnelles, si après les gens s'engueulaient, s'ils avaient une relation sexuelle dans leur salon ou ailleurs. Et voilà. Et tout était passé dans l'entreprise chez Amazon. Voilà, donc Alexa peut se mettre en route tout seul. Il suffit que votre fille dise ah ben, j'invite Alexa à la maison ce week-end et pouf, Alexa se met en route. Donc quand Alexa se met en route, il y a une toute petite lumière rouge à peine visible. Donc j'avais demandé que quand Alexa se mette en route, elle prenne une grosse voix pour dire maintenant je me mets en route et j'envoie sur mon serveur central tout ce qui se dit autour de moi. Mais évidemment, ça ne se fera pas. Ce serait trop beau. Et il faut comprendre qu'Alexa, elle est capable de discriminer plusieurs voix. Si vous êtes 4, si vous invitez des amis, vous êtes 4 ou 5 à parler ensemble dans le salon, elle envoie, mais le logiciel peut discriminer les voix. Donc en fait, ce n'est pas seulement ce que vous dites, c'est tout ce qui est dit autour d'elle. Voilà, donc l'intimité, évidemment, elle va se penser autrement. Voilà, bon, faut voir comment ça va évoluer. Le rapport, là je vous ai mis une petite Alexa, le rapport aux émotions, oui, parce que dès que vous aurez un chatbot qui va vous relayer vos émotions, c'est qu'actuellement, je sais pas moi, vous êtes à votre bureau, vous êtes malmené, vous avez envie de protester, c'est pas possible. Bon, imaginez que vous ayez un petit robot dans la poche, vous allez aux toilettes, vous hurlez, il est con, et tout de suite, ce qui fait que la temporalité, le fait de retenir une émotion, risque de finir par passer pour inutile. À partir du moment où vous aurez toujours une petite machine qui vous permettra d'entendre votre émotion et qui va répondre à votre émotion. Allons, ne t'énerve pas comme ça, je le connais bien, on est connecté au ciel, je ne dirais pas ça, mais on est connecté au ciel avec lui, voilà.
Donc, le statut des émotions, à mon avis, peut changer. Vous voyez, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on éprouve intimement et qu'on communique. Ça pourrait devenir simplement quelque chose qu'on communique. C'est un petit peu des hypothèses, mais j'en ai fait beaucoup dans les années 2000 et beaucoup de choses sont arrivées. Donc, je crois qu'il ne faut pas hésiter à faire des hypothèses pour voir après comment on évolue avec ça. Ça donne des repères. Le rapport au deuil, hein, bien sûr, qui va changer. Le rapport au statut de la personne. Il y a des gens qui commencent déjà à donner des degrés de personnalité à leur chat, voilà, et d'autres à leur chien, ou s'ils ont plusieurs chats. Il y en a qui sont plus ceci, il y en a qui sont moins cela. Et donc aux machines, même chose. Alors, je dis pas par personnalité, ce qui me ferait bondir, mais personnalité, qui n'est pas capté pas accaparé par le genre humain. Et puis, les technologies numériques nous sont souvent vendues pour nous contrôler nos émotions, pour contrôler nos rythmes cardiaques, contrôler notre activité sexuelle, contrôler notre alimentation. En fait, il faut comprendre que ce sont des technologies de dérégulation, des régulations sur les réseaux sociaux, des régulations dans les jeux vidéo, des régulations qui obéissent à un seul principe, faire en sorte que tout utilisateur qui ne se branche même que pour 5 minutes, il restera des heures et des heures et des heures. Il y a des algorithmes très intelligents, hein, et utilisant pas seulement le biais cognitif du faux mot, il y a aussi l'aversion à la perte, le biais du coût irrécupérable, la motivation par l'incertitude. Beaucoup de biais cognitifs sont mobilisés aujourd'hui par des gens extrêmement savants, extrêmement intelligents, des grands neuroscientifiques, pour faire en sorte que dès que vous ouvrez une de ces applis, et ChatGPT en fait partie, c'est très difficile d'arrêter. On est pris très très vite. Donc on est dérégulé. En fait, c'est comme ça qu'on oublie de faire des choses qu'on aurait dû faire parce qu'on est dérégulé. Donc ce ne sont pas des outils d'aide à la régulation comme on vous les vend, comme Apple, de la régulation. Non, c'est des outils aujourd'hui massivement de dérégulation. Donc c'est pas la faute à ces outils, c'est la faute aux algorithmes, comme les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pas la faute aux réseaux sociaux s'il y a des messages de haine, c'est la faute au modèle économique qui est derrière. Transformation sur la vie sociale, on va dire quelques mots, on va terminer par là. Donc, il y aura des choses très positives. J'étais à un colloque sur l'accompagnement des pratiques professionnelles, un colloque sur l'Institut du travail social. Donc, on a beaucoup parlé de ça, c'est très positif. Mais il y aura aussi un accroissement de l'anxiété, tout simplement parce que l'être humain est doté d'un petit système. Ah, je suis allé trop vite là. Voilà, l'être humain est doté d'un petit système, vous voyez, peu importe, du cortex singulaire. Et donc, lorsque vous êtes en situation d'alerte, eh bien, vous sécrétez des hormones, c'est le rôle de l'amygdale, et ça vous mobilise, et en même temps, vous avez le cortex frontal qui cherche à trouver une solution. Le problème, c'est que si vous êtes alerté par Internet et que vous cherchez la solution sur Internet, ce qui est la tentation, vous allez faire monter, et vous allez basculer dans une anxiété sans fin. La seule manière d'arrêter, c'est de décrocher votre téléphone, de parler à quelqu'un qui peut-être a eu la même information, qui peut-être en a eu une autre, etc. Évitez toujours de rentrer dans le cercle vicieux de confirmer une information trouvée sur Internet, par Internet, sauf si c'est dans une logique de professionnelle où vous avez votre temps, c'est pas chargé d'angoisse. Mais dès qu'il y a de l'angoisse qui monte, évitez de le faire parce que vous risquez d'aller de deepfakes en deepfakes. L'accroissement du conformisme, il y a une très belle expérience de Salomon H. Vous voyez, il y a des bâtons comme ça. Alors, c'est terrible parce qu'on demande aux gens lequel est de la taille de celui qu'on voit à gauche. Tout le monde dit B. Voilà, tout le monde dit B. C'est B, oui. Non, c'est C. Tout le monde dit C. Et donc, du coup, après, il y a des gens qui passent l'épreuve. Donc, il y a un examinateur avec des complices. Et il y a 15 complices. Et puis, il y a une personne qui est là, qui est le sujet testé. Et on demande à tout le monde, à tour de rôle. Et la majorité des gens, les 15 premiers complices, disent B ou A. Disent B, par exemple. Et donc, celui qui arrive à la fin, il sait bien que c'est C, mais il hésite souvent et dans beaucoup de cas, il dit B. Voilà, donc ça, c'est une expérience terrible, c'est le conformisme. Et donc le conformisme, il va être massif sur les réseaux sociaux, comme vous savez, puisque le principe des réseaux sociaux, c'est d'enfermer les gens dans des bulles pour qu'ils interagissent entre eux et augmentent ce qu'on appelle le trafic, c'est-à-dire l'échange de données. Brutalisation de la vie sociale, évidemment, puisque logique des réseaux sociaux, d'enfermer les gens, message de haine, voilà ce qu'on voit maintenant, qui ne va voir que s'aggraver. D'où nécessité de construire une nouvelle éthique, je l'ai dit un petit peu, donc je vous renvoie au site de l'IERHR, voilà, avec des principes, voilà. Et
Oui, oui, bon, il y a un peu de discussion. Et puis, construction d'une nouvelle psychologie. Donc, on a créé un diplôme universitaire à Paris-Cité, si ça vous intéresse. C'est en distanciel. Donc, pas la peine de venir à Paris. Voilà, diplôme universitaire de cyberpsychologie. Voilà, et pour terminer, je vais vous mettre les petits bouquins qui peuvent vous aider à comprendre ça. Les deux derniers sont les manuels qu'on a écrits, Comprendre, soigner l'homme connecté et la pratique des cyberpsychothérapies. C'est deux manuels qui accompagnent le DU. Voilà, ben merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je viens de sonder mon nouveau meilleur ami, ChatGPT, qui vous remercie également, mais alors de manière très polie. Il nous reste quelques minutes. Peut-être que nous pourrions ouvrir la discussion au grand public, parce que je suis sûre qu'il y a plein de questions qui ont dû émerger. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole ? Se taise à jamais ? Ça sonne comme un mariage. Une question ? Non ? Oui, je vous en prie. Hop, on va vous apporter un micro de manière à ce que la salle puisse en bénéficier également. Bonjour, Monsieur Tisserand. Une petite question. Elle est très polie, comme ChatGPT. Elle a dit bonjour, Toujours. Monsieur Tisserand. Après, je m'énerve. Je voulais savoir, vous avez exposé en fait à plusieurs reprises que les robots allaient un petit peu apparaître dans notre quotidien. Alors, pas si vite que ça. D'accord. Alors, pour une raison très simple, vous savez, si j'ai écrit Le jour où mon robot m'aimera en 2015, c'est parce que tout le monde pensait que les robots allaient arriver. Et en fait, il faut comprendre que les chercheurs, quand ils veulent lancer des grands programmes, ils ont besoin de produire de l'illusion. Et donc, les chercheurs, dans les années 2010, ils étaient à peu près convaincus qu'une intelligence artificielle capable de raisonner comme un humain, elle était hors d'atteinte, puisqu'on avait abandonné à l'époque les réseaux de neurones. Il y avait quelques personnes comme Yann Lequin qui continuent de travailler dessus, mais le plus grand spécialiste de l'intelligence artificielle avait dit les réseaux de neurones, ça ne marchera jamais, on est dans le noir, etc. Donc pour obtenir des crédits, il s'était reconverti sur la robotique, en faisant la robotique. C'est pour ça que j'ai écrit un truc sur la robotique, mais en fait, les robots nourris par l'IA. Le problème de la robotique, c'est que, vous savez, il y a des EVR et des ET, dans la recherche aussi, et le problème de la robotique, c'est qu'elle n'a pas du tout tenu ses promesses, parce qu'on s'est aperçu que c'était pas trop compliqué de faire un robot immobile, mais quand un robot doit marcher, même un geste aussi simple que prendre une bouteille et vous verser un verre d'eau, si la bouteille est à moitié pleine, peut-être ça va aller. Si elle est pleine aux trois quarts, elle va tomber en avant. Donc il y a des compétitions de robots aux États-Unis, c'est encore très balbutiant. Alors il y a des vidéos de robots qui font des choses extraordinaires, mais c'est parce qu'ils sont préprogrammés pour le faire. Mais dans une situation de réalité, le robot peut percevoir, le robot peut éventuellement créer quelque chose, mais le robot peut difficilement raisonner et comprendre une situation avec du bon sens. Il faut bien comprendre qu'une IA dans un boîtier, elle n'a pas besoin de bon sens. Elle se fie sur les mots que vous avez utilisés, elle produit des mots, vous savez, par copier-coller, elle met derrière chaque mot le mot le plus probable qui semble correspondre à l'esprit de votre question. Donc la robotique a déçu et parallèlement, les réseaux de neurones avaient fait beaucoup de progrès et ça a donné le lancement de ChatGPT. Et du coup, beaucoup d'entreprises se sont dit, puisque l'IA, puisque les réseaux de neurones bouleversent tellement l'IA, on va s'engager à fond dans l'IA. Donc aujourd'hui, c'est l'IA qui revient. Il y a eu l'IA jusqu'en 95-98, il y a eu la robotique, tout le monde ne jouerait que par la robotique. Boum, c'est très compliqué, c'est mécanique. La mécanique, on ne la maîtrise pas encore. Et bon, pourtant, il y a beaucoup de travaux, les muscles artificiels, la peau artificielle, mais on n'a pas eu encore pour la robotique la grande synthèse qui se fera d'ici pour au moins une dizaine d'années. C'est comme dans Black Runner, le film. Il y a un labo qui travaille sur les yeux, il y a un labo qui travaille sur le larynx, il y en a un qui travaille sur le genou. Tout est séparé. Et un jour, ça va être synthétisé, mais il faut encore un peu de temps. Elon Musk espère bien être le premier, évidemment. Mais ces robots, il va probablement d'abord les expérimenter dans ses entreprises, parce que là, il n'y aura pas de risque d'accident. Le grand problème des roboticiens, c'est que s'ils mettent des robots chez des personnes âgées et qu'il y en a un qui tombe sur le pied d'une personne âgée, ça casse la chaîne, c'est la ruine assurée. Voilà. L'IA, il n'y a pas de ruine assurée, puisque vous ne l'avez pas chez vous. Actuellement, c'est gratuit. Bientôt, ça deviendra payant, mais actuellement, c'est gratuit. Donc, les robots, 10-15 ans.
Voilà. Par contre, l'IA va continuer à se développer, mais l'IA présente un énorme problème que je ne vous ai pas évoqué, il faut quand même le dire, c'est la consommation énergétique. Ainsi, quand vous interrogez ChatGPT, enfin, quand vous envoyez un mail, c'est l'équivalent d'une ampoule de 10 watts ou 20 watts pendant 1 minute, je crois. Mais quand vous interrogez ChatGPT, c'est beaucoup d'eau, c'est beaucoup d'électricité, c'est une fortune. Et par la suite, je voudrais avoir votre avis. Bon, vous dites que ce n'est pas immédiatement, je conçois. Cependant, on évoque certaines professions qui pourraient être remplacées ou, oui. Ou améliorées. Ou améliorer. Oui, oui. Mais si ça se passe comme ça dans les décennies, voire dans plus loin, quelle va être la place de l'homme, l'être humain? Qu'est-ce qu'on devient? Parce que si on remplace nos professions... Voilà. Alors, les professions qui pouvaient être remplacées par des robots dans l'état actuel de la robotique, c'est fait. C'est les métiers sales, dangereux, notamment dans l'automobile. Puisque le but d'Elon Musk, avec ses fameux robots, c'est de mettre tous ces robots dans les chaînes de fabrication. Donc, d'abord, de faire une période de probation des robots, qu'il n'y a que des robots qui fabriquent des voitures électriques, parce que c'est la même IA, le moteur de l'IA de son robot, c'est l'IA de ses véhicules électriques. Ça, il va y arriver assez vite. Alors, en revanche, ce qui menace les emplois, c'est l'IA. Mais il a été montré que les emplois les plus menacés par l'IA, c'est les emplois les plus sophistiqués. C'est les emplois, c'est les emplois de décideurs. C'est les emplois les plus créatifs. Parce que l'IA est capable si vous mettez tous les tableaux de Matisse, tous les tableaux de Picasso et tous les tableaux de Klee ensemble, et vous lui demandez de sortir quelque chose, elle va vous sortir quelque chose de jamais vu, forcément. Donc, il faut s'y faire. Hein, voilà. Et puis tous les métiers où il faut traiter en même temps un grand nombre de paramètres. L'esprit humain est limité. Hein. L'esprit humain, c'est comme le grenier de ma grand-mère. Si on rajoute des choses, il faut en enlever, parce que sinon, ça ne rentre pas tout. Donc l'esprit humain est limité pour traiter des grandes quantités de données. L'IA n'est pas limitée. Donc les métiers les plus menacés, c'est les directeurs généraux, c'est les scénaristes, pour protester aux États-Unis. Il y a déjà énormément de livres fabriqués sur Amazon, en vente sur Amazon, fabriqués par des IA, puisque Amazon a même interdit à tout humain de proposer plus de 3 romans par jour. Parce qu'il y avait des humains qui proposaient plus de 3 romans par jour, que vous pouvez acheter sans savoir que c'est fabriqué par une IA. Alors si vous voulez, ils en fabriquent tellement que s'il y en a un qui devient best-seller, la musique c'est pareil. Vous avez Spotify balance énormément de musique, tous les jours 200, 300, 500 musiques fabriquées par des IA. Et si ça ne marche pas, au bout d'une semaine, ils les retirent. Mais s'il y en a une qui marche, c'est le jackpot, parce que ça ne coûte rien. C'est l'IA qui fabrique en série. Donc les métiers les plus menacés, mais autour des métiers, il faut comprendre que les métiers menacés, il y a des métiers menacés, mais les gens menacés dans les métiers sont ceux qui ne sauront pas utiliser l'intelligence artificielle pour faire mieux que l'intelligence artificielle toute seule. C'est pour ça qu'il faut former de plus en plus de gens, un nombre de plus en plus important de gens à utiliser l'intelligence artificielle pour apporter un plus à ce que l'intelligence artificielle pourrait faire. À l'avenir, c'est de faire avec l'intelligence artificielle ce qu'elle ne peut pas faire toute seule, ce que l'humain ne peut pas faire sans elle tout seul, et je dirais même ce que l'humain ne peut pas faire avec elle, mais sans ses semblables. Il faut profiter de l'intelligence artificielle pour cultiver des stratégies d'intelligence collective couplées avec de l'intelligence artificielle, mais ça nécessite un bouleversement complet des entreprises et accompagner les entreprises. Merci. Donc, il y a beaucoup, beaucoup à faire. Une autre question? Oui, juste là. Bonjour. J'avais juste une question par rapport au talon d'Achille de l'IA. Et est-ce que les bases de données, ça ne serait pas peut-être ce côté qui risque de manipuler l'IA? Oui, alors les bases de données, c'est un énorme problème. C'est pour ça qu'en médecine, la Commission européenne cherche à avoir des garanties sur les bases de données. En plus, des conseils qui peuvent marcher pour une population africaine ne marchent pas forcément pour une population norvégienne et vice-versa. Hein. Et les données sur les hommes ne marchent pas forcément sur les femmes et vice-versa. On commence juste à découvrir, puis vous savez, toutes les recherches sont faites sur les hommes en général parce qu'ils n'ont pas de cycle. Donc c'est beaucoup plus simple. Mais on commence juste à faire des femmes d'ailleurs qui font de plus en plus de recherches sur les femmes et sur le fait que
c'est pas pareil. Les données sont pas les mêmes, quoi. Voilà. Donc, plus les choses vont avancer, plus les bases de données vont être adaptées au cas. Ce qu'on appelle les jumeaux numériques. Un jumeau numérique, c'est qu'on se contente pas d'une base de données générale. On fait toute votre analyse personnelle. Ça coûte une fortune, évidemment. Et puis, ça coûtera de moins en moins cher. Et c'est à partir de tous vos paramètres personnels qu'on voit comment l'IA peut gérer telle ou telle pathologie que vous pouvez avoir. Mais la gestion de votre pathologie à partir de bases statistiques, en effet, c'est très limité par le fait que les populations sont très différentes les unes des autres. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Oui, là, bonsoir Monsieur Tisseron. Vous êtes, donc, comme c'est écrit sur votre résumé, l'un des investigateurs de la loi ou de la réforme, en tout cas 36912. Je voulais savoir par rapport aux IA, plus particulièrement, on voit des tout petits qui commencent à parler à Alexa comme si c'était une copine, avec peut-être un risque de déréalisation, de soucis dans la construction identitaire. À partir de quel âge, tout simplement, autoriseriez-vous des enfants à interagir avec une IA ? On m'a enlevé le PowerPoint, mais il y avait un slide qui montrait l'adaptation que j'ai fait de 36912 aux IA en 2017. Et donc ça donne, je le dis, bon, mais vous le trouverez sur Internet, donc ça donne, avant 3 ans, aucun outil numérique. Mais ça, c'est pas nouveau. Mais ça veut dire aussi pas de jouet numérique. C'est pas seulement pas de télé avant 3 ans. C'est pas de jouet numérique avant 3 ans. Entre 3 et 6 ans, pas d'enceinte connectée, parce que l'enfant peut penser que c'est l'IA qui a raison. Si l'IA lui explique des choses sur je sais pas, sur le petit chaperon rouge, peut-être c'est pas ce que lui expliqueraient les parents. Mais l'enfant entre 3 et 6 ans, pour lui, c'est la même chose. Donc il risque d'être éduqué par l'IA et plus par les parents. Donc, si les parents veulent garder la main sur l'éducation de leur enfant, pas d'enceinte connectée, pas de machine parlante, si vous voulez, avant 6 ans. À partir de 6 ans, on peut commencer à faire de l'éducation, voilà, expliquer ce que c'est que Internet, que l'IA, autant que c'est possible. Mais il commence à y avoir des petits livres, où il y en aura de plus en plus pour expliquer aux petits-enfants. Et en tout cas, entre 6 et 9 ans, pas de robots conversationnels. Robots conversationnels, c'est machines qui fabriquent un double de vous-même et qui vous le renvoient. Donc ça, c'est l'assurance que l'enfant, il s'enferme tout seul dans sa chambre et tout à quelqu'un qui est toujours d'accord avec lui. Non, ce qui est important, c'est qu'il se frotte aux copains qui ne sont pas d'accord et tout. Voilà. Et puis après, éviter le compagnon digital. Le compagnon digital, c'est plus toxique encore. C'est cette petite figure que vous n'avez pas encore, mais que vous aurez bientôt sur votre smartphone. Et comme vous êtes géolocalisé, elle vous accompagnera partout. Vous choisirez si c'est un homme, une femme, vous pouvez choisir l'île Michaela si ça vous arrange, ou quelqu'un d'autre. Et puis, cette personne, quand vous serez à la plage, elle sera en maillot de bain. Quand vous irez au camp nudiste, elle sera nue. Enfin, non, ça, c'est pas possible. Elle sera en maillot de bain parce qu'elle est très prude. Et puis, quand vous allez à la montagne, elle aura des vêtements de montagne. Quand il pleut, elle ouvrira un parapluie. Parce que comme vous êtes géolocalisé, elle vivra avec vous. Et elle pourra quand vous allez dans une ville étrangère, vous lui poserez comme un ChatGPT, ce sera votre smartphone, toutes les questions que vous voulez pour visiter. Qu'est-ce que je dois aller voir? Je veux voir telle chose. Tu prends telle rue, etc. Et ça, il faut éviter aussi parce que vous voyez, c'est des trucs de désocialisation à un âge où la socialisation, c'est pas celle qu'on a appris, c'est celle qu'on construit. On sait bien qu'à l'adolescence, construire des relations, c'est très compliqué. Surtout chez les petites filles, toujours des histoires de tension, de rivalité, de rupture, de haine, etc. Donc il faut trouver l'énergie de se confronter à la réalité. Et si vous avez un compagnon digital fabriqué sur mesure qui est toujours d'accord avec vous, c'est la mort de votre curiosité vis-à-vis d'autrui. Voilà, il faudra donc garder ces étapes. Dans l'état actuel de l'IA, mais mon avis peut changer encore. Mais ça, vous le trouverez déjà parce que déjà, dès 2017, on voyait bien se profiler ce qui arrive aujourd'hui. Merci beaucoup. On va prendre malheureusement une dernière question pour permettre la fluidité pour ceux qui le souhaitent participer. Alors malheureusement, elle avait levé la main avant vous. Oh, je suis désolée. Mais ce que je vous propose, on prend cette dernière question. Ceux qui le souhaitent peuvent aller rejoindre les ateliers en psychopatho. Et puis, le cas échéant, le temps qu'il range ses affaires, je suis convaincue qu'en vous rapprochant de la scène et en l'interpellant, il répondra en même temps. Il est multifonction, Monsieur Tisseron. Ah, ça rime en plus, il est multifonction, Monsieur Tisseron. Votre question, s'il vous plaît. Alors, bonjour. Moi, dans le cadre de mes études, je mène un projet de recherche sur l'intelligence artificielle dans les relations amoureuses. Et du coup, je suis sur une problématique qui est dans quelle mesure l'intelligence artificielle
ne viendra pas ruiner les relations amoureuses futures et même présentes, étant donné qu'elle est déjà prééminente. Et ma question, c'est est-ce que réellement le sujet, c'est l'intelligence artificielle, parce qu'on se rend compte que les relations amoureuses, la question du sujet, elle remonte à bien plus lointain que ça. On revient à la mythologie avec Galatée et ce fameux oui, on tombe amoureux de quelque chose d'inanimé, etc. Donc est-ce que actuellement, en fait, l'intelligence artificielle et toutes ces craintes, espoirs et inquiétudes, c'est ça véritablement l'essence de la problématique humaine? Oui. Alors d'abord, il faut voir le film Her, si vous ne l'avez pas vu. Le film Her est très... Vous l'avez vu? Le film Her, vous l'avez vu? Voilà, il faut vraiment le voir. Il est très bien là-dessus. C'est un homme qui tombe amoureux d'une intelligence artificielle, mais bon, vous verrez la fin. C'est pas lui qui décide de la quitter. Voilà. Mais vous avez spoilé la fin, Monsieur Tisseron? Pardon? Vous venez de spoiler la fin du film. Fallait pas le dire. Oh malheur. Mais il est sorti depuis tellement longtemps. Mais fallait pas le dire. Donc, ce qu'il faut, c'est toujours revenir à Daniel Kahneman. Système 1, système 2. Et il faut toujours faire appel au système 2 chez les gens. Toujours se rappeler que même si les gens sont complètement dans l'illusion du système 1, parce que c'est des êtres humains, ils ont quand même quelque part un système 2. Et c'est ça qu'il faut activer. Voilà. Moi, j'ai beaucoup découvert avec ces deux systèmes. Bien que Kahneman ne parle pas du tout d'IA, il ne parle pas de robots, mais puisqu'il travaille sur des traders humains. Mais j'ai beaucoup compris, parce que c'est ce qui permet de comprendre que dans un premier temps, on peut en effet tomber totalement amoureux d'une IA, mais que si on fait appel au système 2, dire si on pointe des failles, des répétitions, des bugs, eh ben, la personne, avec son système 2, peut commencer à se dégager de l'emprise de l'IA sur lui, qui était une emprise tenant à l'utilisation exclusive du système 1. On court tous le risque de suractiver le système 1 avec les IA. Il va falloir plus que jamais suractiver le système 2. Voilà. Mais heureusement, bonne nouvelle, on a les deux. Voilà. Et éviter de tomber dans le système 0, si on fait attention à tout ce qu'on répète, y compris des fake news, sans l'avoir vérifié soi-même. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'on peut vous applaudir sincèrement pour cette présentation éclairante. N'hésitez